Bonjour aux personnes en salle, bonjour aux personnes en ligne qui sont nombreuses également. Notamment, je sais que notre président Bernard de Rome de l'Institut d'études internationales de Montréal est en ligne. Bonjour Bernard. Bonjour à nos fellows également. Je sais que certains sont dans la salle, d'autres en ligne. Bonjour tout le monde. Bonjour aux étudiants, étudiantes et bonjour à vous, cher public fidèle, qui reprend donc avec nous cette année la programmation 2025-2026 de l'IEIM. On commence en grand avec notre programmation d'événements publics avec cette table ronde qui porte nommément sur le thème annuel de l'Institut et j'ai nommé « S'allier et résister dans un monde en reconfiguration ». Pour le panel d'aujourd'hui, notre regard va se porter donc sur le Canada qui est à l'heure des choix. En cette période quasi donc d'annonce budgétaire, il y a déjà des choses qui ont filtré, mais évidemment, début novembre, nous aurons l'heure juste. Pour analyser ce qui s'en vient dans un mode prospectif, vous comprendrez que personne n'a de boule de cristal, mais quand même, il y a certaines annonces qui ont été faites, donc nos panélistes auront certainement leur analyse respective. Donc, je vous les présente. Nous avons donc ici, je vous dirais, un aperçu du comité scientifique de l'IEIM, l'Institut qui est composé de plusieurs unités de recherche membres de différents champs disciplinaires. Donc, c'est ce qui est reflété également aujourd'hui. Alors, bonjour Frédéric Gagnon. Vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, qu'on connaît bien ici à l'UQAM, dont vous êtes également le titulaire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Julien Martin. Vous êtes professeur au département des sciences économiques à l'ESG-UQAM ici et membre de l'équipe de recherche sur le développement économique et les inégalités territoriales, oui, c'est ça. Le DEIT, en fait, qu'on appelle entre nous. Donc, bonjour, merci d'être avec nous. Dienaba, donc Ndeye Dienaba Ndiaye, vous êtes professeure au département de sciences juridiques ici à l'UQAM, directrice de l'Observatoire sur l'immigration internationale, les réfugiés, les apatrides et l'asile, l'OMIRAS. Merci d'être avec nous. Merci. Justin Massy, directeur du département de sciences politiques de l'UQAM, co-directeur du réseau d'analyse stratégique, professeur également ici au département de sciences politiques de l'UQAM. Bonjour Justin. Bonjour. Et finalement, François Audet, que vous connaissez sûrement, directeur de l'IEIM, qui aura ici un double rôle en raison de son rôle également de directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Donc, François animera ce panel et se permettra également d'ajouter sa touche sur les questions humanitaires. Bonjour François. Bonjour. Donc, sans plus attendre, je vais vous céder la parole. Peut-être juste mentionner le format que nous avons choisi de donner à cet événement, qui passera très vite, j'en suis bien consciente. Donc, voilà. Alors, ce sera sous forme de tour de parole, de discussion. Imaginez-vous que nous sommes en comité scientifique, que nous vous livrons donc le fruit de nos analyses. Alors, vous pourrez être partie prenante de ce processus. Et puis, bien sûr, on espère que le temps permettra pour vous de poser vos questions. En ligne, ce sera également possible, donc n'hésitez pas. Je cède donc la parole à François et vous souhaite un bon événement. Merci. Bonjour, on m'entend bien? Ça va? Merci d'être là, tout le monde, dans la salle virtuelle comme en présence. Caroline a fait une excellente introduction. Alors, je voudrais pas trop être redondant avec ce qu'elle aura dit, mais j'en profite quand même pour saluer aussi certains fellows. Je vois François qui est là, Anne également, Monsieur Lemonde, bonjour, nouvellement sur le comité de l'Institut, le CI. Merci d'être là, tout le monde. Et tous les étudiantes, les personnes étudiantes dans la salle virtuelle comme en présence, on est toujours très contents de vous voir. Je vois qu'il y en a quelques-uns, même si je comprends qu'il y a certains adultes aussi dans la pièce. Je ne dis pas que les étudiants ne sont pas des adultes par ailleurs. Donc, chers collègues, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes et on a avec nous aujourd'hui, donc, comme le Caroline le disait, un échantillon du comité scientifique de l'Institut. À l'IEIM, donc, on a une trentaine d'unités, de centres de recherche, de chaires, d'observatoires qui animent notre agenda.
Et une fois par année, au printemps, on se rencontre notamment pour regarder dans nos boules de cristal, quoi qu'en dise Caroline, et dire, quel sera le thème de notre agenda cette année? Vous ne serez pas surpris que depuis, malheureusement, quelques années, on voyait beaucoup le mot crise. Hein? Donc, il y a eu la pandémie, il y a eu l'invasion russe en Ukraine, des enjeux d'inflation. Bref, c'était pas les sujets qui manquaient pour être angoissés, incertains, évidemment. Alors, on avait cette posture-là d'étudier le phénomène dans la perspective où on assumait effectivement qu'on était en situation de crise. Là, je le dis entre guillemets pour ce que ça veut dire. Cette année, comme Caroline l'a mentionné, et là, je nous invite là, dans le carré de sable de notre conversation à garder en tête que les deux concepts qu'on a mis sur la place étaient davantage liés aux alliances et aux résistances. Donc, avec une posture, je dirais pas plus positive, mais peut-être d'identifier et de documenter des solutions. Au vu aussi qu'on a un nouveau gouvernement au Canada, évidemment, je vous apprends rien, minoritaire certes, mais quand même, qui a mis la table depuis l'arrivée au pouvoir, en fait, M. Carney a mis la table à un agenda international assez unique. Je crois que pas me tromper en disant que M. Carney a été probablement le premier ministre le plus actif sur la scène internationale dans la première partie de son mandat. Alors, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Mais cette activité, cette hyperactivité internationale, en passant par Gaza, à l'Ukraine, à une tournée en Europe, évidemment à Washington, ça crée des attentes. Ça crée peut-être une certaine illusion de notre pouvoir, de notre puissance, de notre capacité à influencer ce qui se passe vraiment dans le monde. Et la réalité, comme nous le rappelait Caroline, c'est l'argent. Alors, le budget s'en vient. Qu'est-ce que ça veut dire au vu de notre réalité financière, au vu, Julien nous en parlera, de la guerre tarifaire, au vu, Frédéric nous en parlera des relations économiques tendues, nouvelles, à se reconstruire. Au vu, nous en parlera certainement Justin, de notre nouvelle position de notre capacité militaire, en tout cas de l'investissement peut-être à venir. Peut-être que le complexe industrialo-militaire canadien est peut-être un des seuls qui va se réjouir dans quelques semaines, on verra bien. Et au vu, comme nous le rappellera Ndianeba, de l'impact de toutes ces incertitudes-là et des vulnérabilités sur des populations qui n'ont d'autre choix que de fuir. On aura atteint, nous le rappellera sûrement, un niveau record de déplacement forcé sur la planète. À peu près 125 millions de personnes, vous savez, sont en déplacement forcé, ont quitté, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ont été forcés. Évidemment, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, mais il y a un ensemble de crises humanitaires notamment, qui sont à l'extérieur de ces radars-là et qui, malheureusement, fait en sorte que des populations se déplacent. Et, évidemment, je ferme mon carré de sable officiellement, avec une posture ou domestique, je dirais, où chaque région, chaque frontière se referme de plus en plus. Pas seulement aux États-Unis, l'Europe, évidemment. Et il y a des postures, donc, de montée du populisme, de la droite. Et, je le dirais, d'attaque en règle contre le droit international, contre les règles de droit, contre le multilatéralisme, pour ce qu'il en reste en tout cas. On a vu d'ailleurs un scénario incroyable à l'Assemblée générale des Nations unies. Vous avez été témoin du discours de Donald Trump, comme tout le monde, et de ce qui en a suivi par la suite. Alors, voilà le monde dans lequel on vit en 2025. Vous comprendrez que mes collègues ne chôment pas. Ils sont au quotidien à tenter de manière scientifique, mais aussi de manière à ancrer leur science, leur recherche dans des enjeux très concrets de ce qu'on observe dans le monde et la position du Canada dans tout ça. Alors voilà, grosso modo, ma petite entrée en matière. Alors, on va faire un premier tour de parole, si vous le voulez bien. Je vous demanderai de prendre peut-être 4-5 minutes pour répondre à ce premier tour de parole. Je vous invite aussi, éventuellement, à réagir à ce que les collègues disent les uns des autres. Alors, on va essayer de faire en sorte de recréer, effectivement, comme Caroline le mentionnait, ce comité scientifique-là. Évidemment, on est un échantillon, mais quand même, c'est à ça que ça ressemble quand des profs d'université décident de parler de relations internationales et d'enjeux de toutes sortes. Je commencerai donc par toi, Frédéric, si tu le veux bien.
Donc, évidemment, la chaire, le travail que tu fais ont été particulièrement mobilisés ces dernières années et cette année particulièrement. J'aimerais t'entendre un peu, puis je te laisse aussi aller dans tes réflexions sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement au vu de ce budget des relations canado-américaines et même de ce qui se passe généralement aux États-Unis aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Comme ça a été dit, je dirige l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand. Donc, on suit surtout ce qui se passe à la Maison-Blanche. On surveille ce que Trump fait en matière de relations internationales et en ce qui a trait aux relations avec le Canada, tout particulièrement. Et je dirais que moi, ce que j'ai hâte de voir avec ce budget, c'est justement à quel point il va tenir compte du fait qu'on est vraiment dans un autre univers et que ce n'est plus passager. On est vraiment dans un autre univers s'agissant de la relation bilatérale avec les États-Unis, et notamment sur le plan économique et commercial. Donc, on suit ce que Trump fait depuis qu'il est entré en scène en 2015-2016, et je pense que vous serez d'accord pour dire que sur bien des enjeux, il est un petit peu difficile à suivre, pas toujours constant, peut changer d'idée en une journée, mais je dirais que sur le plan économique et commercial, il y a un peu plus de constance. Et on le voit, et ce qu'il essaie de faire durant son deuxième mandat s'inscrit dans la continuité de ce qu'il avait entamé durant son premier mandat, mais avec une force peut-être un peu moins importante. Et je pense que pour comprendre ce que Trump a en tête, et pas juste lui, des conseillers autour de lui, on peut penser à Stephen Myran, notamment, qui avait fait paraître un document intéressant sur la manière dont les États-Unis veulent restructurer l'économie mondiale et la relation bilatérale aussi avec le Canada. Quand on regarde ce que ces gens-là, ce que Trump croit aussi, ce que j'ai dit dans certaines publications, c'est que ça rappelle beaucoup la vision du monde qu'avait Edward Luttwak dans des écrits qu'il a publiés au lendemain de la fin de la guerre froide. Et Luttwak était assez controversé à l'époque parce qu'il disait que les relations internationales à venir seraient des relations où les États n'hésiteraient pas à recourir à la coercition économique et à la boîte à outils des armes économiques pour se donner un avantage dans l'économie mondiale qui s'en venait. Et évidemment, à l'époque, on faisait les éloges du libre marché, on parlait de libéralisation. Bill Clinton disait on va pouvoir transformer la Chine grâce au libre marché. Et Luttwak était un petit peu à côté, marginal, et disait non, c'est pas ce qui s'en vient, je pense. On va avoir affaire à des guerres économiques et les États-Unis n'auront pas le choix à un moment donné d'utiliser ces outils-là pour rester concurrentiels dans le monde à venir et notamment par rapport à des grandes puissances comme la Chine. Et je pense que Trump n'a pas lu Luttwak. On dit souvent que Trump ne lit pas beaucoup, mais quand on relit Luttwak, on a là un projet intellectuel qui ressemble pas mal à ce que Trump a essayé de faire durant son premier mandat et à ce qu'il essaie de faire encore plus durant son deuxième mandat. Et ça nous affecte évidemment au Canada. On va en parler des fameux tarifs. Ils sont plus conséquents, plus importants, touchent plus de secteurs que la première fois. On ne sait pas si Trump va les lever, quelles seront les conditions pour qu'il les lève aussi, sachant que ce qui exige du Canada pour la levée des tarifs porte même sur des questions qui n'ont, et encore moins que durant le premier mandat, mais absolument rien à voir avec le commerce. Donc, on doit en faire plus en matière de sécurité aux frontières, on doit en faire plus en matière de défense. Justin va parler de ça. Et ça devient très, très difficile de savoir comment le Canada doit se positionner, comment il doit négocier avec Trump pour la suite des choses. Mais ce que je dirais, c'est que je pense pas qu'il y aura je pense qu'on est là-dedans pour un bon bout de temps. Ce n'est plus passager comme ce qu'on pouvait croire durant le premier mandat de Trump. Et je trouve qu'un des textes les plus intéressants pour comprendre quelle est la façon Trump de voir la relation bilatérale avec le Canada. C'est un texte de conférence de Jamieson Greer, qui est le représentant au commerce américain. Il a donné une conférence devant la National Conservative Conference. Vous pouvez trouver ce texte-là en ligne. Et Jamieson Greer explique de façon plus cérébrale ce que Trump a en tête, je pense. Et c'est de transformer l'économie américaine en la faisant passer d'une économie de consommation à une économie de production. Une économie de production, ça veut dire quoi? Ça veut dire rapatrier autant que possible, comme Trump le dit, de bons emplois en sol américain dans des secteurs qui sont stratégiques pour l'économie américaine, mais stratégiques aussi sur le plan électoral. C'est pas un hasard s'il insiste sur l'acier. C'est important en Pennsylvanie, qui est un État clé de l'élection présidentielle. C'est pas un hasard s'il insiste sur les produits laitiers et notre système de gestion de l'offre ici au Canada, qui, en passant, est la première cible
est la première cible du USTR dans le document qui est paru il y a quelques mois et qui dresse la liste des choses qui agacent l'administration Trump dans la relation commerciale avec le Canada. Donc, le gouvernement du Canada dit en ce moment ce ne sera pas discuté à la table des négociations, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que Trump insiste pour qu'on en discute de ça parce qu'il pense aux agriculteurs, aux producteurs laitiers du Wisconsin, qui est un État clé des élections présidentielles. Ce n'est pas un hasard s'il insiste sur les autos. C'est important au Michigan, qui est un État clé des élections présidentielles. Et lors de nos enquêtes terrain, on a vu que oui, il y a un peu de résistance à ce que Trump est en train de proposer, mais pour des clientèles électorales clés, dans des États clés des élections comme ça, c'est un message et c'est un discours qui a gagné en popularité. Ce qui me porte à croire, encore une fois, qu'on n'est plus dans le passager, on est plutôt dans la constance, on sera plutôt dans la constance pour la suite des choses. Et peut-être que Trump va lever des tarifs, mais il y en aura peut-être d'autres et on va être un peu pris là-dedans, je pense, durant tout son deuxième mandat, parce que j'en reviens à Greer. Leur projet, c'est de transformer l'économie américaine en économie de production, donc de rapatrier de bons emplois dans le secteur manufacturier, dans toutes sortes de secteurs, et aussi d'attirer des investissements d'un peu partout dans le monde en sol américain. Si vous regardez le site de la Maison-Blanche en ce moment, vous voyez que Trump se vante logo des entreprises internationales et américaines qui ont déjà promis d'investir en sol américain, d'avoir rapatrié déjà un grand nombre d'activités productives qui étaient à l'étranger et qui s'en reviennent aux États-Unis, ou des nouvelles activités qui se développeront aux États-Unis. Et ce n'est pas un hasard si Carney a insisté le 7 octobre dernier sur le fait qu'il y aurait des milliards de dollars d'investissements d'entreprises canadiennes aussi en sol américain. Mais je termine là-dessus. Ça va avoir des effets sur l'économie canadienne et j'ai hâte de voir jusqu'à quel point le budget qui va être rendu public en novembre va tenir compte une bonne fois pour toutes du fait qu'on ne peut plus tenir cette relation pour acquise et qu'il va falloir, nous aussi, se remobiliser et investir dans l'économie canadienne, peut-être pour la transformer, le secteur de la défense un peu plus important, et pour soutenir, en fait, des industries qui vont passablement et pas mal souffrir, en fait, des guerres commerciales de Trump. On a déjà eu des petites idées de ce qui s'en venait. Il y aura des programmes de soutien pour les gens qui ont perdu des emplois, des prestations d'assurance-emploi plus généreuses aussi pour soutenir des communautés et des régions qui vont souffrir de ces guerres commerciales, notamment toute l'industrie de l'acier à Hamilton, en Ontario. Il y a eu des mises à pied déjà. Il y en aura peut-être d'autres dans le secteur du bois d'œuvre et les autres secteurs visés par Trump. L'aide aux producteurs agricoles qui s'en vient, l'aide aux PME. Et ça, Justin va en parler. Il y a plusieurs éléments, probablement. Bon, il y a déjà eu des annonces, mais ce budget-là sera le reflet aussi d'une volonté de Mark Carney de transformer la politique internationale du Canada, soit par une diversification des exportations canadiennes ailleurs dans le monde, en Europe, en Asie. Et c'est pas évident de faire ça parce que la géographie nous rattrape, la culture d'affaires qu'on a développé en sol américain. Bon, en tout cas, il y a toutes sortes de facteurs qui font que c'est pas si facile que ça de diversifier, mais il y a au moins une prise de conscience que la relation avec les États-Unis, on ne peut plus la tenir autant pour acquise. Et ça, Justin va en parler, toute la stratégie industrielle de défense. Ça sera évidemment un pan important des nouveautés là, qui viendront aussi avec toutes ces annonces budgétaires. Mais en deux mots, je pense plus qu'on est dans le passager. Je pense que la relation avec les États-Unis, elle va rester extrêmement complexe pour la suite des choses. Et si ce n'est que parce que J.D. Vance, en ce moment, si on prend cet exemple-là, est clairement favori pour gagner, il est tôt, mais pour gagner l'investiture de son parti en vue de la présidentielle de 2028. Et il est autant convaincu que Jamieson Greer et Donald Trump que c'est ce qu'il faut faire sur le plan économique pour la suite des choses. Donc, je m'arrête là-dessus pour l'instant. J'ai pris trop de temps probablement. Mais, c'est parfait, voilà. Frédéric, tu as mis la table. Et en fait, l'idée de t'avoir lancé la perche au départ, c'est que finalement, tu nous as convaincus, même si on le savait tous, que l'épicentre de tout ça était un peu à Washington. Parce que les décisions, notamment de Washington, du président Trump, sur notamment cette guerre tarifaire-là qui fait au monde entier, incluant le Canada, c'est pour ça que j'en viens à toi, Julien. Donc, un impact sur l'économie mondiale, ça affecte aussi beaucoup l'économie canadienne. Ta vision des choses à ton niveau, Julien?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. En termes de contexte, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric, mais si on veut penser au budget canadien, oui, les États-Unis sont centraux, mais il y a aussi la Chine. On a pas mal de tensions commerciales avec la Chine, notamment sur les produits agricoles. Il y a la question de l'intelligence artificielle qui est majeure, et la question des changements climatiques qui reste dans le décor, même si on en parle un petit peu moins. Et donc, par rapport à ces défis du moment, moi, ma compréhension du budget et les mots qui reviennent souvent de la part du Premier ministre et de son équipe, c'est les mots de souveraineté et le mot de souveraineté et le mot de résilience. Et donc, souveraineté, résilience, comment on va voir exactement avec le budget, mais pour l'instant, ce qui se dessine, c'est d'une part de faire des coupes sur le budget de fonctionnement du gouvernement canadien, donc faire des grosses coupes budgétaires, mais pas pour mener une politique d'austérité en tant que telle, mais pour dégager des marges de manœuvre pour réutiliser cet argent autrement. Et comment est-ce que ça va être réutilisé? Et là, c'est le grand retour de ce qu'on appelle la politique industrielle. Et donc, on va d'une part un petit peu l'utiliser pour faire ce dont Frédéric parlait, c'est-à-dire de soutenir les industries qui sont touchées par les tarifs, notamment les tarifs douaniers américains, donc que ce soit l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, l'industrie automobile, mais aussi les industries qui vont être touchées par les tensions commerciales avec la Chine, comme les producteurs de canola. Donc ça, c'est la première direction dans laquelle cet argent, ces économies, elles vont être vers lesquelles ça va être dirigé. La deuxième dimension, qui n'est pas directement reliée à l'IEIM, mais qui n'est pas inintéressante, c'est cet énorme programme qui s'appelle Maison Canada, de construction de logements, et avec cette idée de baisser le coût de la vie à travers le logement au Canada. Ensuite, il y a tous les grands projets stratégiques. Et donc là, on a vu des projets stratégiques sur les questions énergétiques, sur les questions d'infrastructure. On a notamment entendu parler de l'extension du port de Montréal à Contrecœur. Donc ces grands projets, c'est aussi des projets de dépenses. Donc vous voyez, il y a des coupures, donc on peut se dire, des coupures budgétaires, on peut se dire c'est l'austérité, mais d'un autre côté, vous avez un programme de relance économique très fort à travers ces grands projets. Et donc, emblème majeur de cette relance macroéconomique, les objectifs, c'est de monter la part des dépenses dans l'industrie militaire à 2% du PIB à court terme, et à moyen terme de monter jusqu'à 5%. Et donc ça, c'est aussi des investissements et des dépenses qui sont massives. Donc c'est vraiment une redirection des fonds du fonctionnement vers ces gros projets, soit des projets stratégiques, soit des projets de défense. Donc ça c'est ce qu'on croit lire. On va attendre, on va être patient, on va attendre le budget pour bien comprendre ce qu'il y a. Au DEIT, ce sur quoi on va se focaliser particulièrement, c'est deux dimensions. La première dimension, c'est cette dimension Maison Canada. Au DEIT, on a toute une partie de nos équipes qui travaillent énormément sur les questions de logement. On travaille sur les inégalités des territoires, donc les questions de logement sont extrêmement importantes. Et on a fait un certain nombre d'événements où on faisait intervenir différents acteurs pour parler des questions de logement. Et à chaque fois, il y avait une sorte de frustration parce qu'on se disait, mais toutes ces propositions qui sont faites, qui sont mises sur la table en ce moment, elles ne peuvent pas être développées à grande échelle. Et donc là, ce qui est intéressant, ce qui semble se dessiner dans le budget, c'est qu'il propose, avec Maison Canada, d'avoir des solutions qui sont à très grande échelle pour répondre à la crise du logement au Canada. Comment à grande échelle? D'une part, en mettant énormément de construction de maisons préfabriquées, de maisons préusinées, et donc ce qui permet de dépasser les enjeux de construction qu'on connaît bien au Québec et dans le reste du Canada, mais aussi en regardant à faire des achats communs, groupés, pour pouvoir baisser les coûts de production en passant des grosses commandes. Et ça m'amène au deuxième point. Une autre chose qui est intéressante avec Maison Canada et cette politique-là, c'est qu'il semblerait qu'ils veulent mettre l'accent sur l'utilisation notamment de bois et d'acier
canadien, d'accord? Et ça, pourquoi? C'est à cause de la politique commerciale de Trump, où maintenant on cherche des débouchés. Et donc, c'est la deuxième dimension, c'est la deuxième chose sur laquelle nous, on va porter beaucoup d'attention au DUT, c'est la question de diversification du commerce canadien. Comment est-ce qu'on se diversifie? 75% de nos exportations sont à destination des États-Unis. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait quand les tarifs augmentent, quand on est moins les bienvenus? Il faut rediriger nos exportations et nos importations. Pour ça, on a deux possibilités. Une possibilité, c'est le marché canadien. Et donc, aussi bien sur les questions de défense que sur les questions de logement, visiblement, il y a une volonté que ces politiques elles soient accompagnées d'un achat local. Et donc, ça va permettre d'absorber une partie de ce qu'on n'est plus capable de vendre aux États-Unis. Mais clairement, ce ne sera pas suffisant. Et donc, la deuxième dimension, c'est notre capacité, la capacité des entreprises canadiennes à trouver d'autres marchés internationaux, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, etc. Aussi bien sur le plan des exportations, donc moins dépendre des États-Unis par rapport à nos exportations, mais aussi, c'est très important, moins dépendre des États-Unis par rapport à nos importations. D'accord? Parce que si on garde cette dépendance très forte des États-Unis par rapport aux importations, on n'a toujours pas acquis notre souveraineté. Donc, c'est les deux choses qu'on va regarder, les questions de logement et les questions de diversification du commerce. Et donc, je pense que c'est ces deux choses qui seront très présentes dans le budget qui va arriver. Merci. Fort intéressant. Je retiens, après l'introduction de Frédéric, que tu nous rappelles d'ailleurs que tout est interrelié et puis ça part du domestique à l'international. Alors, ces politiques économiques domestiques, a priori, sont intimement liées à nos enjeux de commerce avec les États-Unis. Tu as aussi rappelé, évidemment, dans tout ça, tu as parlé de la Chine et de l'Inde rapidement. Je ne crois pas me tromper en disant que durant l'ère Trudeau, c'était pas, ça se passait pas bien, pour le faire simple, et qu'on voit poindre, notamment avec l'Inde et peut-être avec la Chine, un retour à des relations peut-être normalisées. Entre autres, avec l'Inde, ça a été annoncé la semaine dernière, comme vous le savez, normalisé à tout le moins au niveau diplomatique. Il reste beaucoup pour que la confiance revienne. On n'en est pas là encore avec la Chine, mais dans cet enjeu, dans ce besoin de diversification, c'est sûr que les deux grands marchés, hormis évidemment les États-Unis, restent la Chine et l'Inde. Donc, c'est à voir également en termes de prospective. Avant de laisser la parole à Dineba, je vais à l'autre bout de la table, Justin. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on t'a lancé plusieurs perches. Alors, je n'irai pas plus loin que ça. Qu'en est-il de ce qu'on verra dans le budget et certainement une croissance à venir, évidemment, de tout l'investissement en matière de sécurité dans notre industrie militaire? Oui, tout à fait. J'ai tellement de perches que j'ai le droit à 15 minutes de plus, je pense, non? Pour l'aborder. Parce qu'on parle de défense, qu'on parle de relations canado-américaines, qu'on parle de développement économique, peut-être même quand on va parler d'aide humanitaire. Tout est lié à la défense aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup à dire, mais en même temps, c'est le domaine le plus prévisible pour le budget qui s'en vient. Celui où on sait quel sera le chiffre du budget. On sait que ce sera donc 2 % du PIB, autour de 63 milliards de dollars donc, consacrés à la défense, qui ne seront pas exclusivement au ministère de la Défense, mais qui vont être dans d'autres ministères aussi connexes. Il y aura 48,1 milliards de dollars au ministère de la Défense lui-même et le reste, donc une quinzaine environ, dans d'autres ministères pour des éléments connexes à la Défense. Et donc ça, c'est ce qu'on sait. On sait aussi quelles ont été les priorités parce qu'il y a eu une volonté dès l'été dernier d'atteindre ce 2 %-là, de l'annoncer, alors que la prévision chez Justin Trudeau, il y a 18 mois, c'était qu'en 2032, on était pour atteindre 2 %. Et ça, c'était suite à la pression des Américains parce qu'il n'y avait même pas l'objectif d'atteindre 2 % du PIB à l'époque. Donc, on a fait des pas de géant simplement au niveau de ces cibles-là, d'en avoir, c'est-à-dire. Maintenant, tu disais, François, dans l'introduction, que ça doit faire réjouir le complexe militaro-industriel canadien. Bien, pas vraiment. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'opportunités, on ne va pas se le cacher, mais il y a beaucoup de risques également. Par exemple, si on parle juste au niveau budgétaire, en 2023, la Défense nationale n'a pas réussi à dépenser tout son argent. Elle a retourné au Conseil du Trésor 1,6 milliard de dollars. En 2022, elle a retourné 2,5 milliards de dollars parce qu'elle est incapable de dépenser, parce que les processus d'acquisition sont tellement lents que par le temps que l'année fiscale se termine, on n'a pas réussi à faire l'acquisition. Et là, on augmente de manière considérable le budget de défense en espérant que la nouvelle agence, comme on l'appelle, d'investissement pour la défense, et pas des acquisitions, on a changé le terme, va être capable d'accélérer le processus. C'est ce qu'on dit, mais on n'a pas encore changé
les réglementations, les procédures, les autorités. Là, il faut quand même qu'on passe à travers le ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, qui parle beaucoup de défense. Il faut qu'on passe aussi par le nouveau ministre, bien sûr, de l'Approvisionnement, mais aussi le ministre de la Défense, le Conseil du Trésor, Travaux publics et Approvisionnement Canada. Ça reste un processus complexe. Donc, il y a simplement l'idée de peut-être, et qu'on n'a pas investi non plus beaucoup dans les ressources humaines pour mettre en place ces programmes-là. Donc, il y a une difficulté, je pense, de dépenses initialement. Mais ensuite, quand on regarde les deux objectifs du premier ministre Carney, qui sont été abordés jusqu'à présent, donc l'idée de développer des capacités souveraines. C'est bien beau de le dire. 75% des acquisitions militaires ont été faites aux États-Unis dans les dernières années et 40% de l'industrie militaire au Canada est des filiales étrangères. Donc, c'est sûr qu'il y a un écart entre où on est et être une capacité souveraine. Et quand on regarde, par exemple, la France, qui a une politique de défense relativement autonome, qui a voulu développer chez elle des avions de chasse, des navires, des sous-marins à propulsion nucléaire, etc., bien, sont autour d'un budget en dollars canadiens de 100 milliards de dollars par année. Donc, ce n'est pas avec nos 62 milliards cette année et les sous-investissements chroniques depuis 35 ans qu'on va soudainement devenir un État autonome. Et même la France n'est pas capable d'opérer seule pour beaucoup d'éléments. Elle a besoin de ravitailleurs étrangers, elle a besoin de renseignements américains pour opérer en Ukraine. Bref, même des États qui ont investi beaucoup, à part, par exemple, les États-Unis, ont peu de capacités réellement autonomes. Alors, il y a beaucoup de difficultés pour le Canada qui passe d'un moment où on est tellement dépendant des États-Unis que même pour surveiller notre territoire, pour intercepter des drones, par exemple, qui pourraient survoler notre espace maritime, nos aéroports ou d'autres villes dans le nord du Canada, on a besoin souvent de renseignements américains. Donc, on part de très, très loin de l'idée qu'on va devenir un pays souverain. Je pense qu'il faut quand même tempérer ceci. Ça va prendre des années et une volonté constante de le faire. Et il y a encore, à Ottawa, beaucoup de gens qui pensent que ce n'est que temporaire, qui n'ont pas entendu les propos éclairants de Frédéric, visiblement, qui dit qu'il y a une tendance profonde et qui pensent, non, un petit 4 ans, ça va passer. Et je rappellerai un élément que Mark Carney a mis l'accent dessus quand il était allé signer l'entente de 5 % du PIB d'ici 2035. Il a dit « Mais on va réviser tout ça en 2029 ». Pourquoi il a dit ça? Parce que dans l'accord qui a été signé j'oublie la ville, en Europe l'été dernier, il y a la clause qu'on va réévaluer les plans de défense de l'OTAN en 2029. Pourquoi 2029? Bien, ça tombe bien, c'est juste après l'élection présidentielle de 2028. Et je pense que beaucoup de pays se fie à cette idée que peut-être en 2029, le 3,5 ou 5 % là, ce sera peut-être plus nécessaire parce qu'on va retourner à la normale avec une présidence qui n'est pas protectionniste, qui ne veut pas annexer ses voisins, qui ne veut pas faire un désengagement non plus auprès de la sécurité européenne pour se reconcentrer ou bien sur l'hémisphère occidental, comme on le voit présentement autour de Venezuela, ou bien peut-être vers un conflit en Asie de l'Est également. Alors, je pense qu'il y a une méconnaissance des tendances profondes qui se passent aux États-Unis. Et si je peux aussi, sur le deuxième objectif de Mark Carney, celui de la diversification, là aussi, il y a plein d'obstacles. Premièrement, les entreprises, comme on l'a dit, sont habituées de faire affaire avec les États-Unis, notamment en matière de défense, parce qu'il y a un accord depuis les années 50 qui font qu'ils peuvent soumissionner comme un fournisseur américain, donc ils peuvent participer aux appels d'offres des États-Unis. Et beaucoup des entreprises québécoises qui sont dans l'industrie de la défense, en fait, ont des programmes d'acquisition aux États-Unis. Avec Boeing, avec Lockheed Martin, avec les F-35, il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui participent à ce programme-là. Donc, quand la Mélanie Joly, qui est la nouvelle ministre de la Défense, dit qu'on va acheter des Gripen, possiblement de Saab, et peut-être réduire la commande de Lockheed Martin, c'est pas tout le monde dans le complexe militaro-industriel québécois qui se réjouit de ça. En disant, bien, peut-être que moi, je vais perdre des contrats aussi parce que nous, on a réussi à être compétitifs là-dedans. La diversification avec les Européens aussi a un deuxième obstacle majeur. Les Européens sont aussi protectionnistes, sinon plus que les Américains en matière de défense, et extrêmement fragmentés. C'est pas une industrie européenne, ce sont des industries européennes. Ce qui fait que pour pénétrer, par exemple, l'espace français, on pourrait penser que c'est un des alliés du Canada et du Québec, bien, c'est les Français qui poussent pour qu'il y ait le moins possible de pays non européens qui puissent profiter du réarmement européen. Ils poussent pour une limite, et c'est eux les plus... Parce qu'ils veulent, bien sûr, que l'argent aille dans l'industrie française, bien entendu. On a un accord potentiel avec l'Allemagne pour acheter des sous-marins jusqu'à 12 sous-marins qui pourraient être majeurs, qui pourraient nous mettre dans ce bassin-là, mais il y a un promoteur beaucoup plus agressif et qui est capable de produire plus rapidement, qui est Hanwha de la Corée du Sud, qui, elle, est capable, nous dit-elle, de produire 4 sous-marins d'ici 2035. Et c'est ce que la Marine royale canadienne veut. Elle préfère la Corée du Sud pour ses capacités que l'Allemagne. Alors, je pense qu'à plein de niveaux, c'est pas aussi simple de dire on va devenir souverain, on va se diversifier et tout va bien aller dans un monde où les conflits sont immédiats, ne sont pas dans 10 ans,
dans un contexte où les États-Unis se désengagent de plus en plus fermement, on n'a pas le luxe d'attendre, mais on part de tellement loin que ça va être difficile d'atteindre nos objectifs. Merci, Justin, pour ces propos réalistes et un peu inquiétants, parce que il y a 6 mois, quand tout ça a commencé, ou en tout cas en janvier dernier, quand on a vu la nécessité... On a pris conscience, en fait, de la nécessité collectivement de notre dépendance aux États-Unis, de notre naïveté peut-être collective aussi à ne pas être capable de se défendre, à ne pas contrôler son propre territoire. On pensait tous, et je m'inclus là-dedans un peu, que ça pouvait se faire rapidement. Mais tu nous rappelles que c'est très complexe et de manière nécessaire. Tu nous rappelles aussi à quel point l'intégration du marché de l'industrie militaire, il est encore plus complexe ou probablement aussi complexe que certaines grandes industries, comme entre autres l'automobile, par exemple. Donc, on ne peut pas faire des autos de manière indépendante sans que les pièces passent dans 3 pays différents, plusieurs fois, etc. Donc, l'industrie militaire, j'en comprends un peu ce syndrome-là. Et notre dépendance aux Américains ne se terminera pas demain en matière de défense. Tu nous as rappelé aussi, évidemment, que la baisse, l'augmentation des budgets ne sera pas nécessairement une matière à réjouissance. Un autre milieu dans lequel on ne se réjouira pas, très certainement, c'est celui de l'aide canadienne, de l'aide au développement, de notre programme, notamment aussi d'assistance humanitaire. À ce niveau-là, les chiffres sont encore un peu flous. On n'a pas... C'est pas... Comme il n'y a pas eu d'annonce au même titre que de la défense ou de d'autres industries qu'on veut sauver absolument, l'industrie de l'aide canadienne, disons, n'a pas cette même pression-là, ou inversement. Donc, les Américains veulent qu'on investisse en défense. Il y a de l'argent qui va se mettre. Là, c'est l'inverse. Les Américains, vous le savez, ont fermé leur agence d'aide internationale. Les Européens l'ont baissé entre 15 à 25 % aussi depuis les dernières années. Donc, l'ambiance générale, c'est plus personne nous fait de pression. Pourquoi qu'on continuerait nous-mêmes à investir un montant d'argent significatif, même si c'est quand même du pocket change dans le budget canadien? On est rendu, évidemment, à des montants, juste pour votre information, de l'ordre de 6 à 7 milliards de dollars. On est loin, évidemment, des investissements en défense. Alors, ça m'amène sur notre dernière collègue, et non la moindre, qui va nous rappeler, justement, ou en tout cas, je te lance la perche, justement, de l'impact de ces politiques protectionnistes américaines, pour en dire le moins, de l'impact des tarifs, de la montée en puissance de la sécurité dans le schéma des politiques étrangères de pratiquement tous les pays de la planète, sur des populations qui, évidemment, sont les plus vulnérables, les plus ostracisées de la planète, notamment les personnes en déplacement. Alors, j'aimerais t'entendre là-dessus, Dieneba. Oui, merci François, merci Caroline pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, l'impact, je pense que tu l'as bien mentionné tout à l'heure là, dans ton introduction, c'est qu'on constate de plus en plus de déplacements forcés. Donc, on parle de déplacements forcés, justement, en raison des conflits, des guerres, mais aussi de plus en plus les catastrophes environnementales, donc les changements climatiques qui font que les gens se déplacent de plus en plus. Alors, donc, est-ce que le Canada est souverain en matière de gestion migratoire? Le Canada, en tout cas, du point de vue du droit et du droit international, le Canada est pleinement souverain de sa politique migratoire. Donc, c'est le Canada qui décide qui entre, qui sort et qui peut rester. Je pense que c'est tellement clair que c'est enchâssé dans notre charte canadienne à l'article 6.1, qui nous dit très clairement, seuls les citoyens canadiens ont le droit absolu d'entrer, de demeurer et de sortir. Donc, cette question-là, elle est réglée, juridiquement, en tout cas, théoriquement. En pratique, on vit dans un monde interconnecté et pas plus qu'en 2018, le Canada était un acteur, et je pense qu'il est toujours un acteur important dans ce qu'on appelle en droit international des migrations, la gouvernance mondiale. Les États se sont rendus compte qu'une gestion locale, nationale, vu justement des nouvelles configurations, des dynamiques migratoires, que tout le monde était en fait concerné par les flux migratoires. Le seul problème qui se pose, et c'est le problème des États, c'est un problème politique, c'est que l'immigration est considérée comme un problème. C'est juste un fait social. Donc, il faut changer de paradigme. En tout cas, nous, dans nos recherches, nous considérons que si on change de paradigme et qu'on considère la migration comme un fait social, donc un fait qui, historiquement, a démontré
scientifiquement que l'humanité a été bâtie à partir de la mobilité humaine. Après, à partir de ce moment-là, on pourra s'asseoir et trouver des solutions. Bref, ce qui se passe entre les États-Unis et le Canada depuis 2017, je pense que tout le monde a vu passer dans les médias les demandeurs d'asile qui arrivent, donc le chemin Roxham, etc., ce qui a mené en 2023 à la modification de l'entente tiers-payeur entre le Canada et les États-Unis, faisant que, justement, tout au long de notre frontière entre les États-Unis et le Canada, donc 9000 km, l'entente s'applique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela veut dire que le Canada, de plus en plus, est poussé, incité ou invité par les États-Unis à mieux contrôler les flux migratoires qui partent. Donc, des gens qui arrivent de l'extérieur du Canada, qui passent par le Canada pour aller aux États-Unis et vice-versa. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai entendu Julien parler de logement. Je pense que la gestion de la migration en lien avec le logement, si vous avez entendu le narratif, le discours autour de on a trop de travailleurs migrants, on a trop d'étudiants internationaux, donc on a des problèmes de logement. Mais je pense que Julien, c'est au-delà de la migration. C'est sûr que ça vient exacerber, ça vient s'ajouter à la crise à laquelle on assiste depuis plusieurs années. Donc, si on accueille du monde, il faut que ces gens aient des logements abordables. Donc ça, on s'entend là-dessus, d'autant plus que le Canada s'est engagé, du point de vue de sa souveraineté, à ratifier des conventions internationales. Donc, une fois qu'on ratifie des conventions internationales, on le fait de manière volontaire. Personne n'est forcé, personne ne force personne. En tout cas, à adhérer à ces conventions-là. Donc, il y a des obligations juridiques et ça, ce sont ces obligations-là. On continue de le dire, mais on est très content d'ailleurs parce qu'on est appuyé par la Cour suprême du Canada qui a rendu une décision à l'arrêt Mason que nous mobilisons beaucoup, qui invite les décideurs administratifs en tout cas, comme une obligation de respecter les principes, les contraintes juridiques du droit international. Vous voyez, donc ça fait partie de la règle. Donc, le Canada est un État qui est dans le multilatéralisme, même si on constate qu'il y a quand même un échec du multilatéralisme du point de vue du droit international des migrations. En tout cas, pour les réfugiés, c'est une autre situation. On a une convention qui fonctionne, même si cette convention ne prend pas encore en compte les réfugiés climatiques ou les migrants climatiques, etc. Donc, c'est toute une question d'enjeux, de droits, surtout de droits humains, qui nous interpellent, nous autres, dans le cadre de nos travaux, pour dire, oui, on est dans un monde interconnecté, on a des nouvelles technologies, on a l'intelligence artificielle, et de plus en plus, les États, en tout cas dans les politiques migratoires, on est plus dans cette dynamique-là de resserrer les frontières, de contrôler. C'est très bien, on peut toujours contrôler, mais il faut aussi comprendre qu'on est dans une réalité, on a des enjeux démographiques. Les statistiques nous disent que d'ici de 2024 à 2030, on aura 3 personnes retraitées au Canada pour une personne travailleuse. Vous voyez, donc c'est qui va assurer les charges? Est-ce que l'enjeu de la démographie, je ne suis pas en train de dire que l'immigration va régler tous les problèmes. L'immigration ne peut pas régler tous les problèmes, on s'entend là-dessus. Mais ça peut être une solution parmi, encore que dans le pacte de Marrakech qui a été adopté en 2018, donc sous l'initiative du Canada et d'autres États, notamment Mme Arbour qui a joué un rôle important au nom du Canada. Et je pense que dans cette dynamique-là, de trouver des solutions, parce que les gens vont continuer à se déplacer, qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des murs. Je sais que les gens peut-être il y a certaines qui ne seront pas contents de m'entendre, d'entendre que je leur dise cette vérité-là, mais dans le cadre de nos recherches, c'est avéré et c'est scientifique. Donc, la mobilité, elle va continuer, là. Parce que les guerres, il y a des guerres partout. Il y a des conflits partout. François, il y a aussi les changements climatiques. Donc, on nous parle d'ici 2050, 150 à 200 millions de personnes qui vont se déplacer. Pour le moment, on a 70 millions de personnes qui se déplacent, mais c'est à l'intérieur des pays. Donc, les changements climatiques provoquent des déplacements massifs et jusqu'à date, c'est géré à l'intérieur des États. Mais quand ces personnes ne seront plus en mesure de rester à l'intérieur de leurs États, qu'est-ce que ces personnes seront obligées de quitter? On a vu avec la crise syrienne en 2011, quand la crise a éclaté. Alors, ces gens ont quitté la Syrie, mais ont réussi à aller quelque part, mais surtout dans les pays voisins, en Turquie, etc., au Liban, sont attendus quelques années, 4-5 ans. Au bout de cette période-là, les Syriens n'étaient plus en mesure de rester là, dans des camps voilà. Et celles et ceux qui avaient les moyens de partir ont décidé de partir. Donc, toute la crise migratoire de 2015, dont justement, on parle beaucoup de cette crise-là au Canada, parce que dans le narratif
narratif et le discours, ce que nous entendons, que ce soit dans les médias ou dans le discours politique, ouais, c'est l'immigration, c'est tous les problèmes. L'immigration a le dos large. Les immigrants, à cause des immigrants, on n'a pas on n'a pas ça, on n'a pas ça. Oui, l'immigration, ça fait partie des problèmes, mais ce n'est pas seulement le problème. Donc, si on veut régler des problèmes de logement, ben, le Canada peut le faire. Je pense qu'on a là, de ce point de vue-là, on a toute notre souveraineté là pour régler le problème de logement. Je ne pense pas que les États-Unis ont quelque chose à nous dire par rapport à notre politique de logement. Puis nous, on attend, nous autres aussi, le budget. On attend beaucoup. Pourquoi? Parce que, en tout cas, avec le projet de loi C2 que le gouvernement de McCartney a déposé et qui veut justement s'aligner sur la politique migratoire ou la politique d'asile américaine, selon laquelle il faut, une fois que vous êtes sur le sol canadien, après 1 an, vous ne pouvez plus demander l'asile. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on a aussi des obligations juridiques contraignantes là. Donc, le Canada, c'est un pays qui, jusqu'à date, fait partie des pays qui ont réussi à avoir une politique migratoire transparente, une politique migratoire structurée, et qui permet à la personne qui décide de venir ici, les gens, il n'y a pas de radar ou de je ne sais pas, il n'y a pas d'extraterrestres qui déversent du monde de par quelque part. Là. Les gens prennent des billets d'avion ou passent par le chemin Roxham, mais quand même, quand les gens passent par le chemin Roxham, ils viennent de quelque part. Les gens arrivent. Et la plupart de la migration qui vient au Canada, qui vit au Canada, ce n'est pas de la migration irrégulière, c'est faux. C'est de la migration économique, donc des travailleurs qui viennent contribuer à l'économie du Canada. Donc ça, je pense que dans le discours, c'est important quand on parle de défense, de sécurité, de dépenses, surtout liées au logement, de dire comment le Canada, collectivement, veut se positionner. Parce que jusqu'à date, en tout cas jusqu'en 2018, le Canada était très bien perçu à l'international. Et je pense que tout le monde se rappelle de notre Welcome to Canada, de notre ancien Premier ministre, qui justement répondait aux personnes à qui on avait refusé l'accès aux États-Unis pour leur dire, au Canada, nous, on a une politique humanitaire qui fait partie de nos valeurs, qui a une longue tradition depuis la guerre de Vietnam, etc., où on accueille du monde. Et je terminerai par cette partie-là, parce que, comme tu le sais, François, on a ce qu'on appelle le parrainage privé. Mm-hmm. Le parrainage privé, c'est vous autres, comme nous autres, des jeunes citoyens, des jeunes ou un peu moins jeunes, ou un peu plus jeunes, qui décident de s'unir à 2-3 personnes pour aller chercher des jeunes Syriens qui viennent d'étudier ici, pour trouver un financement pour nos chercheurs. Je pense qu'on va aller vers les États-Unis, là. Parce que même, on a des chercheurs qui, présentement, ont perdu leur financement à cause de la politique, j'allais dire, assez particulière de notre voisin. Donc là, c'est ça que je voulais dire pour introduire. Merci. Je suis un peu arrivée en retard, je m'excuse. Je pense que je me suis... Tu t'es bien rattrapé. Merci. Merci beaucoup. Et tu nous rappelles, évidemment, le fait, puis je pense on le dit de manière implicite, mais on est face à l'érosion du droit international. Il faut-il rappeler que le droit international, ce sont les États qui décident volontairement de signer des ententes. Hein. C'est comme ça que le droit se construit. À partir du moment où on ne le respecte pas, les pays ne respectent pas leurs paroles, ne respectent pas leur volonté. Et évidemment, c'est pas d'hier que le droit international, et le droit international humanitaire particulièrement, est violé. Mais je pense qu'avec l'arrivée du président américain, même si c'est dans son 2e mandat, vraiment nous attache à peut-être à cette vision naïve canadienne que quand on signe quelque chose, on le respecte. Et puis, donc, pour le droit international, clairement, ce n'est pas le cas. Et pour la protection et le droit des réfugiés, encore moins. Tu nous as aussi rappelé, puis ça m'amène à retomber de l'autre côté de la table maintenant un peu, sur les enjeux, notamment de la frontière. Entre autres, tu nous as dit évidemment que, évidemment, l'enjeu migratoire, oui, se fait par avion en partie, mais surtout également, et on l'a vu dans les dernières années, jusqu'à la fermeture à tout le moins là, du chemin Roxham, que c'est un enjeu frontalier. Et tu as tout à fait raison de dire que depuis que l'être humain a commencé à marcher, la migration se fait. Et il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mur qui va empêcher une population de sauver ses enfants et d'aller ailleurs. Je crois entendre dans mon oreille droite un petit oiseau qui me dit qu'il voulait réagir à ça, Julien. Ouais, non, je suis content de réagir à tout ce qui a été dit. C'était très intéressant. La première chose, c'est que, par rapport à ce que tu disais, Justin, mais c'est aussi un peu lié à ce que disait Janeba, c'est cette idée de souveraineté.
il ne faut pas la confondre avec une idée d'autosuffisance. D'accord ? Et donc, nous, par exemple, pendant la Covid, on avait alerté sur les problèmes de diversification et notre trop forte dépendance aux États-Unis. Et une des réponses c'était on va construire des masques au Canada, on va construire des vaccins, on va produire du vaccin au Canada, on va produire les médicaments, on va produire ci, on va produire ça. Et donc, c'est pas possible. On est à 40 millions d'habitants, le Canada a un territoire immense, on va pas y arriver. Et donc, sur les questions de défense, c'est la même chose. La souveraineté en termes de défense, ça veut évidemment pas dire qu'on va être autosuffisant en termes d'industrie de la défense. Et sur l'immigration, c'est pareil. On a besoin de l'immigration. Donc peut-être que le niveau de migration a été très fort ces dernières années, a mis une pression forte sur les services et sur le logement. Mais il reste qu'effectivement, on ne peut pas être en vase clos de manière autosuffisante, a fortiori dans une économie de 40 millions d'habitants avec une population qui est largement vieillissante. Les États-Unis peuvent plus le faire, parce qu'ils ont la taille pour le faire, mais nous, on n'a pas la taille pour le faire. Donc ça, c'est la première chose sur la souveraineté. La deuxième chose sur la diversification, pareil, la diversification, elle ne doit pas se faire nécessairement aux dépens des États-Unis. Typiquement, quand on passe de 1% de dépenses dans la défense à 2, 3, 4%, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien acheter aux États-Unis. Ça veut juste dire que nos nouvelles commandes, au lieu de les diriger vers les États-Unis, ce qui était notre habitude jusqu'à présent, il va falloir penser à l'Allemagne, il va falloir penser à la Pologne, il va falloir penser à la Corée du Sud, etc. Et comment est-ce qu'on va soutenir effectivement la diversification, c'est ce que disaient Frédéric et Justin, c'est quelque chose qui est pas évident, les entreprises, elles ont du mal. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Avec des accords. Là où je suis un peu... Tu parlais d'accords multilatéraux. Les accords multilatéraux, ils sont morts. C'est le système multilatéral, il était construit par les États-Unis et maintenant il est détruit par les États-Unis. Donc ça veut dire qu'on va avoir des accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux, on sait les faire du point de vue commercial. On a ajouté petit à petit dans certains accords les dimensions environnementales. Et donc maintenant, j'imagine que dans les prochains accords, il faudra qu'il y ait du commercial, de l'environnemental, potentiellement des accords sur les questions de migration et de manière importante, des accords sur la défense. Et donc tout ce qui se passe avec l'Europe et donc les réticences de peut-être certains pays européens, etc., il faut voir ça, il faut voir un package total. Le marché américain, il se ferme pour les Canadiens, mais il se ferme pour les Européens aussi. Et donc on a des choses à négocier avec les Européens, aussi bien d'un point de vue commercial que sur la défense. Et probablement que les accords vers lesquels on s'enligne, ils auront ces différentes dimensions. Merci, Frédéric. Oui, je veux juste prendre la balle au bon sur la question de la diversification. C'est un des buzzwords là, en ce moment. Si on regarde la télé, on en entend parler tout le temps, puis on a l'impression, j'ai aimé ce qui a été dit, ce que Justin a dit aussi, on a l'impression que ça va se faire facilement, rapidement et que ça va être simple. Moi, j'ai hâte de voir comment ce débat-là va évoluer parce que la diversification, on pourrait croire que c'est autre chose au lieu des États-Unis, mais moi, je le vois un peu comme toi. C'est autre chose en plus de ce qu'on peut trouver aux États-Unis parce que ce partenariat là est un petit peu plus réfractaire à l'idée de faire affaire avec nous, mais il reste que pour des raisons de géographie, comme on l'a évoqué, des raisons de dépendance au sentier, des relations de travail qui ont été établies sur des décennies en vertu des accords de commerce existants, ça reste souvent plus facile de faire affaire dans ce marché-là que dans d'autres marchés. Et ce que je disais sur l'appétit des Américains, Américaines et la vision Trump de cette économie de production qu'on veut créer, je ne suis pas spécialiste des autres sociétés des autres pays avec lesquels le Canada veut faire affaire, mais je pense qu'on veut aussi protéger les emplois français en France, et c'est ça. C'est quand même un discours qui est répandu ailleurs dans le monde, en Chine également probablement, et ce ne sera pas nécessairement plus simple de trouver autre chose au lieu des États-Unis. Donc, je pense qu'il faut faire plus ailleurs dans le monde, mais c'est là où je voulais en venir. Il faut faire peut-être encore plus aux États-Unis aussi et ne pas réduire, en fait, parce qu'on parle des budgets, on parle du budget d'Ottawa, on va parler des budgets à Québec aussi. Je pense que ce serait une erreur de réduire la présence, en fait, diplomatique canadienne et québécoise en sol américain. Donc, se dire, OK, on va diversifier, donc on va rediriger ces ressources-là, on a des budgets limités, vers d'autres pays où on veut ouvrir des marchés. Non, moi, je pense qu'il en faut plus à l'international et il en faut probablement plus aussi aux États-Unis parce que
il y a plus d'opposition à l'idée de faire affaire avec nous. Et quand on parle aux diplomates sur le terrain, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il faut probablement revoir notre approche en sol américain. Avec Trump, ce qu'on entend souvent quand on parle aux diplomates présents sur le terrain, c'est que l'approche un peu plus formelle qu'on employait avant, elle marche un peu moins. Ça donne moins quelque chose de parler à des républicains du Congrès parce que Trump ne les écoute pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment accès au président ou des gouverneurs d'État ou les chambres de commerce. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que Trump écoute beaucoup des gens d'affaires, au fond, qui lui disent, si vous regardez la garde nationale, Chicago et Memphis, là, pourquoi ces deux villes-là? Ben, apparemment, Trump a jasé avec un homme d'affaires, un riche homme d'affaires qui lui a dit l'instabilité et la criminalité dans ces villes-là est très néfaste pour mon entreprise. Et ça a attiré l'attention de Trump et ce serait la raison pour laquelle il a tant insisté sur la criminalité, oui, aux États-Unis, mais dans ces villes-là spécifiquement. Où il y a des démocrates qui sont aux commandes par ailleurs, ça fait son affaire de pouvoir dire que les démocrates sont pas bons pour gérer ça. Mais le choix de ces villes-là, apparemment, c'est une discussion qu'il y a eu avec un homme d'affaires, pas avec des membres du Congrès. Donc, pour les diplomates canadiens, québécois en sol américain, ce qu'on nous disait, c'est que parfois, il faut peut-être aller jouer davantage au golf avec des gens d'affaires qui connaissent bien Trump plutôt que de passer du temps autant qu'on le faisait, comme on le faisait avant auprès des membres du Congrès, des républicains et tout ça. Donc, en gros, pas moins de ressources, je pense qu'il en faut plus. Et pour moi, la diversification, c'est pas réduire notre présence aux États-Unis, c'est la maintenir, mais en ajouter peut-être encore davantage, ce qui implique des dépenses additionnelles de la part de nos gouvernements aussi. Donc, c'est lié au budget. Merci, Frédéric. Avant de te laisser la parole, Djeneba, je suis content, Frédéric, que tu soulèves le point de la présence diplomatique québécoise et canadienne. Puis d'ailleurs, beaucoup d'anciens diplomates là, nous écoutent. Je crois que nous, ce qu'on entend, notamment avec nos fellows, c'est évidemment cette perte d'identité dans notre propre diplomatie canadienne à certains égards. Et il y a eu un désinvestissement au fil des dernières années, là, notamment sous l'ère de Justin Trudeau. Et ça doit absolument être un réinvestissement. Alors, est-ce que c'est dans des lignes budgétaires ou est-ce que c'est dans la profession du diplomate 2025 à l'ère du numérique, etc.? Il faut voir, là, que je vais laisser à d'autres experts le dire, mais je pense que l'investissement dans notre stratégie diplomatique revêt encore plus d'importance parce que ces détails-là sont très, très, très important pour la suite des choses. Même chose pour la présence diplomatique québécoise. Là-dessus, quand même, je trouve que, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord, que l'expansion qu'aura pris le Québec à l'international par ses 30 et quelques maisons, délégations, bureaux un peu partout, dont plusieurs justement aux États-Unis, avec une vocation très économique. Certains le déplorent parce qu'il y a moins de culture, il n'y a pas assez de solidarité, etc. Mais quand même, a porté un certain résultat à la présence québécoise, dans la diversification et peut-être aussi dans certaines stratégies, notamment pour le Québec, là, de protéger certaines industries. Djeneba, tu voulais réagir à tout ça? Oui, merci François. Je suis totalement d'accord sur ce que disaient Julien et Frédéric. Ce qui est clair, c'est que les États-Unis ne ratifient pas les conventions sur les droits des travailleurs migrants. Là, tout ce qui est droit international sur les migrations, en dehors des réfugiés, il n'y a pas beaucoup de ratifications, que ce soit au niveau de l'ONU comme au niveau de l'OIT. Donc, de ce point de vue-là, l'échec du multilatéralisme est déjà constaté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, comme les États ne veulent plus être contraints juridiquement, donc on est plus dans la soft law, la liquid law, donc en droit non contraignant, comme le pacte de Marrakech, il n'y a aucune obligation juridique contraignante. Ce sont des discussions et une déclaration politique avec des objectifs et libre aux États de faire ce qu'ils veulent avec ces objectifs-là. Cela étant dit, moi je pense que, et c'est ce que nous constatons, et ce qui est inquiétant, c'est que le Canada a toujours joué un rôle important. Le Canada a quand même un leader, toujours utilisé la migration comme un levier diplomatique dans ses relations internationales comme bilatérales. Et dernièrement, avec les réformes en droit de l'immigration qui touchent le travail migrant, les étudiants, etc. Bref, comme je le disais tout à l'heure, le projet de loi C2 qui va restreindre l'accès à l'asile, qui est un droit fondamental, c'est ça qui nous inquiète. Pourquoi le Canada veut vraiment changer de paradigme
Et l'une des réponses qu'on a trouvées, c'est justement, on n'a pas une politique de longue durée sur la migration. On est vraiment... C'est comme si les politiques migratoires se basent beaucoup sur les dynamiques, mais des dynamiques de court terme. Okay? On a un problème de logement, on diminue les quotas des étudiants internationaux. On a un problème de francisation, le MIFI va couper sur les services qui sont rendus aux migrants. Je pense qu'on est ils sont très bien structurés là. Moi, je le dis souvent, je ne serais jamais capable de faire de la politique parce que je ne sais pas comment ils font. Je pense qu'ils ne dorment pas la nuit, ces gens-là. Après, vous me direz le contraire, s'il y en a parmi, ça me fera plaisir de discuter. Mais je me dis tout simplement, en matière d'immigration, le Canada est l'un des pays, et c'est ça qui est étonnant, c'est l'un des pays qui s'est positionné, qui s'est toujours positionné. Je vous ai dit, lors de la guerre de Vietnam, on a reçu au Canada 70 000 personnes dans les années 70-80. C'était énorme. Là, on a eu 40 000 en 2022 et c'était, la crise des migrants, des réfugiés. En même temps, qu'est-ce que nous voulons comme population? Et ça, c'est la question que je me pose tout le temps. Le revirement, avec ce projet de loi C2, j'espère qu'il ne passera pas les tests des tribunaux, si jamais ça passe à l'Assemblée nationale et tout le processus législatif. C'est justement... personne ne dit au Canada de laisser les portes ouvertes. Là. Le Welcome to Canada, là, ça ne peut plus exister. Je pense qu'on l'a dit, on est dans une reconfiguration où le Canada peut se positionner, mais le Canada peut le faire surtout en diversifiant les accords bilatéraux de partenariat avec les pays. Comme vous le voyez, là, on a quand même plusieurs diasporas qui proviennent d'un peu partout, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, etc., qui sont dans nos universités, mais qui sont un peu partout et qui sont capables de contribuer aussi à l'écart collectif, c'est-à-dire de contribuer à la recherche de solutions. C'est de ça qu'il s'agit, parce que comme la migration est considérée comme toujours un problème. Le Canada était toujours une alternative crédible. Et là, on est en train de perdre ça. Ne l'oubliez pas, là, que quand on est à l'extérieur et qu'on veut immigrer, généralement, quand on a plusieurs solutions, les gens ont tendance plus, et ça a été démontré aussi, à aller vers le Canada. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Canada inclut évidemment le Québec et les Québécois, une population très accueillante, ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement, en tout cas, depuis 3 ans? Beaucoup de stigmatisation, puis je ne peux pas ne pas le dire parce que ce sont des résultats de nos recherches, tout un discours, un narratif stigmatisant, polarisant les uns contre les autres, alors qu'on forme une nation. En tout cas, on pensait former une nation. Et je pense que les immigrants, si on ouvrait un peu cette porte-là, de tir, en tout cas, je ne sais pas comment vous le dire là, mais si le Canada décidait vraiment de continuer à jouer son rôle majeur dans la gestion de la migration en tant que telle, que ce soit la migration économique ou la migration forcée, je pense qu'on gagnerait beaucoup sur l'échiquier international. Ce serait très important. Faire le contraire est à risque. Je sais qu'on a plus tendance à faire plaisir à nos voisins du Sud, mais le Canada, ce n'est pas seulement les États-Unis. Et je l'ai dit, je pense qu'il y a 1 an, quand je participais à cette activité-là, je dis, moi, je serais partante pour intégrer les États-Unis au Canada. Je ne sais pas vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Merci beaucoup pour cette proposition. Une province. Oui, en faire une province. Un territoire. Un territoire, voilà. Okay. On peut commencer par ça. Après le nord-ouest, ce sera le sud. Justin? C'est sûr que ça gonflerait notre budget de la défense de près d'1 trillion de dollars. Ça réglerait notre 2 %, ça, c'est sûr. Je veux revenir sur l'idée de diversification comme étant pas une question de somme nulle. Parce que c'est vrai, en théorie, si on diversifie, c'est pas une question de somme nulle. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que Donald Trump le voit et que si on veut pas que ça le soit, ça coûte très cher. Je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est sur l'aide militaire à l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de 60 milliards de dollars en 2026 d'aide militaire pour subvenir, selon elle, à ses besoins et pour résister à l'agression russe. En moyenne, les États-Unis donnent 23 milliards par année. Donc, les États-Unis, maintenant, vous le savez, ne donnent plus à l'Ukraine, ils vendent. Ils vendent aux Européens qui achètent américains pour le donner ensuite aux Ukrainiens. Ce que ça signifie, c'est que maintenant, du 60 milliards de dollars, les Européens doivent aller chercher le 23 manquant de leur propre poche, et quand je dis Européens, je veux dire Canadiens également,
pour augmenter considérablement, parce que les États-Unis, ce qu'ils souhaitent, c'est que les Européens et les Canadiens achètent de l'armement américain pour le donner aux Ukrainiens, pas qu'ils développent eux-mêmes les capacités pour les donner aux Ukrainiens, pour continuer à faire de l'argent malgré le fait qu'ils se désengagent de ce conflit. Et quand on regarde les projections d'aide à l'Ukraine pour 2026, c'est pas du tout ce qui est prévu. L'Allemagne prévoit 9 milliards de dollars, une hausse de son 8 milliards de dollars en moyenne, mais on est loin d'une augmentation drastique. Le Canada n'a pas de prévision pour 2026. Il a donné 2 milliards de dollars en 2025. On ne voit pas le Canada donner 4, 5, 6 milliards. Le budget qui est annoncé en juin, c'était 2 milliards. Les Français ne se sont pas engagés. Les Britanniques augmentent à 4 milliards par rapport à 3,5 milliards. Donc, ils sont où ces 23 manquants-là? Si on veut se substituer aux États-Unis, puis que ça ne soit pas une somme nulle, il faut augmenter considérablement les budgets. Deuxième exemple, le dôme doré. Les États-Unis veulent que le Canada fasse partie du Golden Dome. Cette idée de défense antimissile intégrée d'espace contre drones, missiles à courte et moyenne portée. Le Canada a prévu 22 milliards de dollars dans la modernisation du NORAD dans les prochaines années. Pardon, 40 milliards de dollars sur les 22 prochaines années. Ce n'est que pour moderniser ces chaînes de radars. C'est pas pour faire installer des intercepteurs anti-drones, des systèmes anti-drones, par exemple, pour prévenir ce qui s'est passé dans les aéroports en Norvège ou au Danemark. C'est pas pour lutter contre les missiles hypersoniques, parce qu'on va pouvoir les détecter, mais on ne sera pas capable de les intercepter parce qu'on n'a pas d'intercepteurs. Ça inclut pas les missiles qui peuvent aller sur les futurs avions de chasse, les drones aussi qui vont opérer avec ces avions-là. Ça coûte extrêmement cher. L'idée derrière les États-Unis qui souhaitent que le Canada participe au Dôme doré, c'est pas qu'on développe des capacités autonomes puis qu'on n'achète pas d'équipement militaire américain chez Raytheon. Mais non, au contraire, c'est que cet argent-là qu'on va investir pour la défense du continent aille dans l'industrie militaire américaine. Alors, si vous êtes Mark Carney, vous devez augmenter les budgets de manière considérable puis vous demandez aux contribuables d'accepter soit une coupure des budgets sociaux, parce qu'à 3,5 %, c'est ça que ça va vouloir dire, ce ne sera pas juste des coupures d'opération. Bien, pour investir dans l'économie américaine, alors qu'ils font une guerre tarifaire, ça ne peut pas fonctionner. Alors, il va nécessairement avoir une tension. Fait que, ou bien on va investir ce 60 milliards de dollars aux États-Unis, en plus d'ajouter un autre 50 milliards de dollars dans notre propre industrie. Et là, on est dans des sommes complètement faramineuses, là, au-delà du 3,5 %. Donc, oui, on peut surmonter l'idée que la diversification n'est pas une somme nulle, mais à des coûts considérables. Oui, puis juste rapidement là-dessus, je ne sais pas si tu as vu les mêmes chiffres que moi, mais il y a ce que l'administration dit que ça coûterait au Canada, ce projet-là, puis il y a les évaluations du Congressional Budget Office qui sont all over. C'est vraiment all over the top. Là. Donc, puis là, il y a une ouverture à s'engager dans ce projet-là, mais on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, puis on ne sait pas combien ça va coûter. Voilà. Alors, l'annexion des États-Unis est toujours une option. Écoutez, on a fait une excellente conversation. Vraiment, ça met la table à la deuxième partie de notre midi conférence qui est à vous. Donc, on a quand même quelques minutes devant nous. Il y a un micro là, qui est là. On pourrait peut-être le mettre dans le petit corridor. Et puis, celles et ceux qui ont des questions, je vous inviterai à aller au micro. Je vous inviterai aussi à poser une question. Alors, on va essayer de limiter le temps de l'intervention afin que vous puissiez avoir les réponses que vous souhaitez. Vous présenter rapidement et poser votre question. Merci. Alors, mon nom est Gérard Briand. Je suis un Montréalais depuis 33 ans, mais fier rattaché à ma communauté de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean. Alors, j'ai vécu longtemps au Lac-Saint-Jean, fondé une ONG de coopération internationale qui existe toujours, mais j'ai été aussi militant 10 ans contre l'implantation d'un champ de tir pour les pilotes Top Gun de Bagotville. Et on apprend beaucoup dans ces expériences-là. Entre autres, on apprend que les dépenses militaires, c'est les dépenses les plus inutiles, parce que ça vit en autarcie, une base militaire et tout ça. Mais on l'a remporté. On l'a remporté pour deux choses. C'est gagner du temps, parce que militant avec un budget de 3 000 $ par année, environ, dans le temps, là, quand on fait venir par la loi d'accès à l'information l'organigramme du ministère de la Défense pour savoir avec qui on se bat, je ne vous mens pas, un organigramme était aussi vaste qu'un pan de mur ici. Décourageant. Mais on l'a emporté aussi, malgré 2
ministres de l'Environnement, dont le ministre de l'Environnement de l'époque, qui était Lucien Bouchard, d'un gouvernement conservateur. Maintenant, la question, oui. Le thème, c'est s'allier et résister. J'aimerais vérifier avec vous comment vous, les chercheurs, pouvez davantage travailler à ce moment-ci sur la question de la protection civile, la défense civile. J'ai toujours l'impression que quand on parle de défense puis des budgets de 2 à 5 %, on parle que inévitablement de la défense nationale. Maintenant, ma question est celle-ci, c'est comment vous pouvez travailler davantage sur la question de résister et la protection civile. Il y a des expériences, entre autres, qui existent depuis très longtemps, entre autres la Suisse, le Costa Rica et tout ça. Mais maintenant, avec une nouvelle dynamique d'autonomie, on a la possibilité de faire notre autonomie dans différents niveaux. Je vous donnerai l'exemple. Cet été, j'ai fait un article qui disait que les feux de forêt qui coûtent énormément cher. Alors, je me disais qu'avec les 74 milliards que devrait coûter le programme F-35, qui a été déclaré par Elon Musk complètement inutile et obsolète. Alors, il y a des pays qui ont décidé de rompre ce contrat-là. Il y en a plusieurs. L'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et plusieurs. Comment on peut prendre cet argent-là, des 74 milliards, pour convertir dans la protection civile? Alors, ce que je donnais comme exemple, c'est que les 74 milliards permettraient de construire 1366 avions citernes CL-415 à Saint-Laurent et à Winnipeg. Alors, merci. Merci pour les deux questions. Je crois que, Justin, tu peux peut-être réagir à ça. On en avait parlé d'ailleurs des enjeux de protection civile au lendemain là, de cette idée de 51e État. Absolument. Et il y a beaucoup de pays qui vont vers une politique de défense totale, c'est-à-dire qui augmente le service militaire obligatoire pour hommes et femmes, pour avoir ce milieu de résistance-là. Les Finlandais sont connus. Leur armée est petite. Leur armée régulière, 20 à 30 000 personnes, mais 900 000 peuvent être appelés aux armes parce que tout le monde fait son service militaire, parce qu'ils craignent une invasion terrestre de la Russie, bien sûr, et tout le monde doit être préparé, et tout le monde doit être habilité à pouvoir défendre son territoire. C'est pas un modèle que le Canada retient présentement parce que la menace d'une invasion territoriale par les États-Unis n'est pas ce qui est le plus dangereux sur son territoire. C'est plutôt par rapport à ses voies maritimes, son espace aérien, son espace arctique également, qui est de plus en plus accessible, et où la population là-bas manque de tout, d'électricité, d'eau potable, etc. Et la projection même des gens du Sud vers le Nord implique un voyage plus long qu'à aller en Europe. Et donc, les genres de capacités qu'on a besoin pour défendre le territoire arctique sont phénoménales. Et les types de menaces impliquent nécessairement un avion de chasse. C'est-à-dire que on ne peut pas défendre l'espace aérien canadien si on n'est pas capable d'intercepter des bombardiers russes ou des avions de chasse chinois qui pénètrent l'espace d'identification nord-américaine sur une base régulière. Comme ils l'ont fait en Estonie aussi, comme ils l'ont fait en Finlande, ils le font dans les pays baltes. Ils l'ont fait au Danemark aussi. Puis les drones augmentent encore plus cette menace-là de plus faible ampleur. Ce pas des avions de très haute technologie, mais qui peuvent être déployés par milliers. Donc, ce que les Russes font, c'est sur des flottes fantômes de navires non identifiés. Ils ont plusieurs drones et les envoient sur les aéroports. Bien, rien n'empêcherait que ça pourrait se produire au Canada. Pas nécessairement par les Russes, mais par d'autres groupes criminels, d'autres groupes terroristes ou toute personne qui veut tout simplement déstabiliser la population. Donc, oui, la sécurité publique et la protection civile sont intégralement liées à cette idée de résilience-là, mais je ne crois pas qu'elles doivent se faire aux dépens de menaces aussi de nature plus de sécurité nationale également, de défense, compte tenu des intentions malveillantes de nos adversaires. Merci. Effectivement, tu nous rappelles que l'investissement en sécurité militaire est lié à l'identification de certains degrés pondérés de menaces, évidemment. Mais votre commentaire, monsieur, est quand même intéressant dans la mesure où, au final, c'est des communautés comme la vôtre qui vivaient et peut-être subissaient d'une certaine façon des investissements du militaire qui ne sont pas nécessairement toujours bien compris ou bienvenus. Alors, il faut revoir dans les prochaines années si les investissements qu'on fera dans notre industrie militaire aura des répercussions
similaire, mais dans d'autres régions du Québec et du Canada, malheureusement. Tu voulais réagir? Ouais, non, juste sur un point sur cette idée de résistance civile. Et donc là, je ne vais pas parler de défense parce que ce n'est pas mon champ d'expertise. En revanche, il y a une autre manière de résister qui se développe au Canada, c'est tout ce qui est lié au boycott. Et donc la société civile a un pouvoir à travers ses choix de consommation. Et donc, quand on voit que, par exemple, le nombre de touristes canadiens aux États-Unis dans la première semaine de juillet, c'est passé de 350 000 en 2024 à peu près 250 000 en 2025. Donc, 100 000 personnes en moins cette semaine-là, et c'est des choses qui se maintiennent. Donc, les choix de consommation, les choix de voyage, toutes ces choses-là, c'est aussi une dimension à travers laquelle la société civile peut avoir un impact. Oui. Puis, et en fait, on voyait des données récentes dans les dernières semaines, même sur les choix de consommation à l'épicerie, par exemple, pour les vins américains, pour le bourbon, etc. Au départ, beaucoup doutaient de l'impact, puis finalement, ça va jusqu'à la Maison-Blanche, où le président américain fait des commentaires en disant comment ça se fait qu'on ne boit plus de Jack Daniels au Canada, sauf pour les humanitaires. N'est-ce pas, Patrick? On écoute ta question. Merci, Patrick Robitaille de Save the Children. Effectivement, je travaille aux affaires humanitaires. J'avais un peu la même question. Je suis content qu'on aille vers l'Alliance La Résistance. On est à l'UQAM, alors c'est ce qu'on espère entendre. Un des exemples qu'on a eu récemment, avec Gaza, il y a eu un affront, je veux dire, au droit international humanitaire incroyable. Notre résidence a été parsemée, a été plus ou moins réussie. Il y a beaucoup d'autres façons aussi qu'on peut être attaqué. La désinformation aussi, dans l'ère de l'IA, je veux dire, il y a tellement de façons. Le 51e État, sera peut-être pas littéral, quoique l'Alberta, point d'interrogation, s'ils ne seront pas tentés par l'expérience, mais d'une façon ou d'une autre, c'est une menace quand même extraordinaire qu'on a eue. Et surtout avec les propensions autoritaires du président, je veux dire, ça peut aller vite. Je pense qu'on en est tous quand même conscients. Moi, je suis curieux effectivement de la résistance d'un côté de la gauche, mais aussi du centre-droit. Puis ma question va un peu avec Frédéric, que je salue. Pour l'expérience américaine là-dessus, on a vu des mobilisations, mais au final, on a un peu... je ne suis pas sûr que ça a été au bout de l'expérience. Puis je me pose beaucoup la question, puis je ne sais pas si sur le panel aussi, il y en a d'autres qui pourraient répondre aussi à ça. Mais effectivement, comment est-ce qu'on s'organise face à des changements qui sont colossaux? Merci, Patrick. OK. Bien, la résistance en sol américain, elle est timide pour l'instant. Du moins, durant cette première année, on a vu que ça a été plutôt timide. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons, mais parce qu'il y a quand même un climat de peur en ce moment aux États-Unis qu'entretient ce président-là, parce qu'il recourt souvent à l'intimidation, aux attaques personnelles et tout ça pour discréditer assez rapidement ceux qui osent dire quelque chose qui est contraire à sa vision. Et le projet de ce président, dès son retour à la Maison-Blanche, ça a été de réduire autant que possible la résistance partout dans le système. Au sein de la bureaucratie fédérale, avec le travail du DOGE et d'Elon Musk, on a procédé au renvoi de hauts fonctionnaires qui osaient faire des choses dans les départements et agences qui étaient contraires à ce que le président veut faire sur les questions climatiques, équité, diversité, inclusion et tout ça. On a vu le discours de M. Exet, le secrétaire du département de la guerre, l'autre fois, qui réunit tous les généraux et leur dit désormais, on aura une identité, ce sera uniforme, il y a des choses qui ne seront plus acceptables, dont des remises en question, par exemple, des politiques présidentielles. Trump exige une loyauté quasi totale des républicains du Congrès qui sont en privé, souvent en désaccord avec les politiques du président, notamment sur les questions tarifaires, mais c'est Lisa Murkowski qui le disait, sénatrice de l'Alaska, qui savent qu'il y a un coût politique et parfois même personnel, pour la sécurité personnelle, à s'opposer au président des États-Unis, parce que les républicains qui le font reçoivent parfois des menaces de mort, pas de Trump lui-même, mais de partisans de Trump qui disent « surveille-toi ». Il y a même des conjoints d'élus qui ont reçu des messages et il y a ce climat de peur-là dans un contexte plus général où, disons, des chercheurs de l'Université de Chicago et Robert Pape, directeur d'un centre de recherche là-bas qui travaille sur les questions de la violence politique,
ont illustré à l'aide de données de sondage qu'il y a un pourcentage de plus en plus élevé des deux côtés du spectre politique, démocrates et républicains, de gens qui sont prêts à recourir à la violence politique pour atteindre leurs objectifs politiques. Donc, on a vu l'affaire Charlie Kirk récemment. On a vu le conjoint de Nancy Pelosi se faire taper dessus à coups de marteau. Donc, il y a ça. Il y a un climat de peur et Trump utilise aussi l'intimidation judiciaire. On le voit avec John Bolton aujourd'hui. Le New York Times, les poursuites contre les médias. Donc, ça s'organise tranquillement, mais c'est un peu plus compliqué dans le contexte. Et évidemment, il faudra avoir à l'œil les élections de mi-mandat de novembre 2026, où les démocrates espèrent reprendre l'une ou l'autre, ou peut-être les deux chambres du Congrès. Au Sénat, ça va être difficile, pour des raisons dont j'aurai l'occasion de parler à un autre moment, mais la Chambre des représentants, peut-être. Et si la Chambre devient démocrate, bien là, les démocrates pourront profiter de leur direction, en fait, des commissions parlementaires de la Chambre pour relancer toutes sortes d'enquêtes sur les politiques présidentielles, questions migratoires, à peu près toutes les questions, l'affaire Jeffrey Epstein. Et Trump ne veut pas ça. Il l'a vécu, ce film-là. En 2018, les démocrates avaient repris la Chambre et ça avait mené à des tentatives de destitution du président. Mais pour l'instant, oui, c'est relativement timide parce que cette administration-là recourt à toutes sortes de stratégies pour intimider et faire peur. Merci. On aurait peut-être 2 questions rapides et après, on va conclure. Merci, Patrick, pour ta question parce que tu as raison. Puis le cas de Gaza était assez... évidemment, vous connaissez tout ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc, dans la mesure où on était témoin pendant les 2 dernières années à un massacre et on était témoin, on était complice parce qu'on ne faisait rien, je parle en termes d'État, et pour lequel les sociétés civiles, les ONG, nous tous individuellement, on se sentait extrêmement impuissants malgré les moyens pourtant qu'on avait peut-être. Et je pense que Gaza est un peu un symptôme de cet effritement du droit international-là, de la perte peut-être de réseau. Je sais, et évidemment, et là, on est en brainstorming collectif. Je crois que c'est des enjeux qu'on doit absolument documenter. Et je pense qu'effectivement, l'UQAM est bien placé pour le faire. Et il faut arrêter aussi... je veux dire comme je le pense, de se taper dessus entre nous. Les alliés sont ici, ils sont là. Et trop souvent, je trouve que cette résistance-là, elle a plus souvent tendance à se manger les pieds qu'à travailler en commun. Manifestation pour Gaza, on l'a vu. Là, tout d'un coup, vous n'utilisez pas le mot génocide. Ah non, on devrait l'utiliser. Puis là, finalement, tout est décousu. Puis à la limite, on ne réussit pas à manifester parce qu'on ne s'entend pas sur un vocabulaire et celui-là qui n'est pas assez militant se fait juger. Et on ne peut plus faire ça. On n'a plus les moyens de ça. Le moment de la stupeur est terminé. Là. Le monde est en train de changer, change sous nos yeux. Et pendant ce temps-là, cette gauche, ce centre-droite, que je pense qu'on adhère tous un peu à ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une chose est certaine, c'est qu'on n'a plus les moyens de s'entretuer ou de se battre. Je pense qu'il faut trouver des solutions. Il faut les documenter, effectivement. La position des chercheurs, c'est celle de documenter. Évidemment, il y a un militantisme derrière. C'est pas vrai que la science, elle est complètement objective, vous le savez. Et vous entendez nos vocabulaires et nos discours. Alors, j'apprécie beaucoup ta question. On est sur plusieurs dossiers, toi et moi, en parallèle. Et depuis le retour de Trump, chaque réseau, puis vous en êtes sûrement vous-même impliqués, des réseaux formels, informels s'organisent, des stratégies, l'influence, plaidoyer sur le conseil privé, sur le bureau du premier ministre lui-même, avec les médias, des messages passent. C'est en train de se faire. Peut-être pas un rythme suffisamment rapide, par contre. Et je crois que il faut... voilà. Alors, ce sera un petit peu ma réponse à ta question, à ton commentaire, que j'apprécie beaucoup. Oui, Patrick. Alors, juste pour compléter, moi, je pense qu'honnêtement, le droit international, il est là, il est solide. Donc, il faut vraiment, je le dis en bonne juriste, en espérant qu'effectivement, ça va continuer. Le problème qui se pose, à mon avis, c'est vraiment le double standard. Alors, on peut beaucoup taper sur les États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe au Canada? On parle de sécurité à l'intérieur du Canada et de la population canadienne. Qui sommes-nous, vraiment? Vous voyez, nous, nos recherches, c'est vrai. C'est un monde interconnecté. Ce qui se passe à Gaza va nous impacter. Et justement, parce qu'on est un petit village où, les droits humains, ce sont des droits fondamentaux des individus, le respect des uns et des autres. Donc, je pense que l'enjeu
présentement là sur lesquels on doit travailler, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'abord de travailler comme des alliés à partir de cette prémisse-là, de qui sommes-nous en tant que population, de qu'est-ce que nous voulons en tant que communauté. Alors, on peut bien taper sur les États-Unis, on peut continuer à critiquer Trump, mais Trump il a été élu par les Américains, pas par les Canadiens. Il déroule un bilan, il déroule son plan de match pour l'intérêt des Américains. Et en bonne juriste, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, je suis totalement d'accord. Il a été élu démocratiquement, d'accord? On s'entend là-dessus. Alors, nous, on a un gouvernement, on a des gouvernements provinciaux, on est en train de déployer des moyens, on est en train, à mon avis, on est dans une pente assez dangereuse. Ce que l'on voit présentement sur la stigmatisation, sur la polarisation, sur tous les enjeux liés à la discrimination, au racisme, ce sont des enjeux réels. C'est pas de la fiction, là. C'est du vécu, là, dans nos universités un peu partout. Donc, essayons de régler nos problèmes internes. On peut le faire, justement, en travaillant de concert avec ce qui se passe ailleurs. Mais nos enjeux sont d'abord internes. Ce que le monsieur disait, c'est les enjeux pour les populations autochtones, les enjeux pour les populations, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBTQ. On en a plusieurs. Et c'est juste une question de droit et de droit de la personne, à mon avis. Merci. Merci beaucoup. 2 questions très rapides et puis on va conclure avec ça. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Jean-Noël Bérubé. Ma question porte sur le Canada à l'heure des choix et la renégociation du traité de libre-échange en 2026, compte tenu du nouveau paradigme du marché de l'emploi, qui est l'intelligence artificielle générative multimodale. Vous avez probablement déjà commencé à voir, qui est presque incroyable, non seulement l'IA générative peut répondre à des milliers, des millions de requêtes, poser des questions, répondre en même temps à des millions de personnes, mais de plus, on a vu qu'elle est capable de le faire avec la nouvelle intelligence multimodale en direct, question de capacité d'ordinateur, capacité computationnelle, à des centaines, des milliers de personnes. D'où la conséquence suivante sur le marché de l'emploi. Donc, on parle ici d'un marché de l'emploi où on ne peut pas faire de différence au téléphone dans un service de clientèle entre les réponses données et les questions posées et la gestion du dossier d'un service à la clientèle et tous les emplois en télétravail. De sorte qu'on peut s'attendre. Et est-ce qu'on a... Donc, ma question porte, entre autres, à Julien Martin des sciences économiques et un peu à M. Massy aussi, Justin Massy, des sciences politiques. Est-ce qu'on a l'expertise requise pour faire face au nouveau paradigme? On parle des vieux paradigmes de l'acier, du bois, du lait, mais le vrai paradigme, les centaines de milliers d'emplois, c'est tous ces ordinateurs du nuage avec la nouvelle IA générative qui est capable de prendre la personnalité et apparaître sur Zoom ou d'autres plateformes comme une vraie personne, comme je suis l'avatar de Julien Martin, je suis l'avatar de Justin Massy, je peux répondre à vos questions, et finalement assumer des milliers d'emplois. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à négocier actuellement les années à venir? C'est ma question. Merci beaucoup. Et nous, on a des gens en chair et en os, alors on va en profiter. Je vous laisse poser votre question et après on va clôturer. Très rapidement, donc Florian Maineris, professeur au département de sciences économiques. Salut, ici. Effectivement, le thème, c'était s'allier pour résister et beaucoup dans vos présentations, on voyait bien que on est toujours sur des choses très bilatérales. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas juste de l'imprévisibilité. On a commencé à y toucher. Il y a quand même des enjeux, même en termes de respect de la démocratie. Comment est-ce qu'on traite avec quelqu'un comme ça? On a l'impression que pour le moment, tout ça se fait encore de manière très bilatérale. Quand le Canada essaie de préserver sa relation, l'Union européenne essaie de préserver sa relation, le Mexique, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque pour enfin avoir un sommet avec les chefs d'État mexicains, Canadiens, Européens, Japonais, pour discuter de comment on s'allie pour laisser de côté. C'est une excellente question qui va bien clôturer notre midi. Alors, première question, Julien Justin, et peut-être que Frédéric pourra répondre à la dernière question. OK, sur l'intelligence artificielle, c'est effectivement ce que j'avais souligné au début. C'est au moins aussi important que notre relation avec les États-Unis. J'ai pas le temps d'élaborer là-dessus. Il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première, c'est que l'intelligence artificielle va avoir des effets différents selon les emplois qu'on considère. Donc, c'est pas vrai que tous les emplois sont à risque. Il y a une partie des emplois qui sont pas à risque du tout. Il y a une partie des emplois qui vont se développer grâce à ce secteur-là. Et vous avez d'autres emplois qui vont être à risque de remplacement parce que l'intelligence artificielle fait au moins aussi bien la tâche que l'humain.
demain. Et donc ça, il va falloir accompagner, proposer des politiques d'accompagnement et éventuellement réguler. Je vous renvoie, parce que j'ai pas le temps de développer ça trop, je vous renvoie, on a eu la chance d'avoir un débat la semaine dernière avec Daron Acemoglu et Yoshua Bengio. Donc Daron Acemoglu qui est prix Nobel d'économie et Yoshua Bengio qui est le leader en intelligence artificielle. On a eu au sein de l'UQAM ce débat. Donc je vous renvoie vraiment à écouter cette conversation qui était extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Justin, tu voulais compléter? Oui, je pense que la souveraineté numérique, c'est un élément aussi super important dans lequel il faut développer, mais que en raison de ce que moi j'appellerais la stratégie de la courtisanerie, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que beaucoup de pays pensent encore que c'est temporaire, vivent dans le déni que ce repli démocratique-là est temporaire et que on va retourner business as usual, comme je le disais tout à l'heure, et donc ne prennent pas en compte vraiment les tendances, disons, plus autoritaires qui se produisent aux États-Unis et ne s'allient pas parce qu'ils veulent aller soutirer, réduire un peu l'impact qu'ils ont individuellement vis-à-vis des États-Unis pour négocier. Et donc, sur cette question de souveraineté numérique, on l'a vu, la décision du Canada de ne pas taxer les grands géants américains, comme les Européens l'ont fait, parce qu'ils veulent préserver l'accès au libre commerce avec les États-Unis et disons, limiter les dégâts du protectionnisme. Et tant que les pays vont se diviser comme ça pour avoir le meilleur deal avec Donald Trump et pas prendre acte de la transformation plus à long terme, je pense que ce sera une résistance individuelle beaucoup plus qu'une alliance commune. Oui. Peut-être, avant de laisser la parole à Frédéric, veux-tu réagir à la question de notre collègue, là, justement, sur le manque de stratégie unifiée d'alliance contre les États-Unis. Donc, les États-Unis semblent vouloir diviser pour régner, mais il n'y a pas de coalition claire. On l'a vu, même l'Union européenne, l'Angleterre ont plié les Chines face aux États-Unis au lieu de se coaliser. Mais tout à fait, parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre un monde sans les États-Unis. L'Europe ne peut pas se défendre sans les États-Unis. Ça prendra des années pour qu'ils puissent le faire. Ils n'ont pas prévu comme ça. Nous, on ne l'a pas fait au Canada non plus. Notre intégration culturelle même est encore plus grande. Alors, je pense que les pays ne sont pas prêts. Et soit ils vivent dans le déni, comme je le disais, la peur aussi du désengagement américain n'est pas assez grande, la crainte de l'abandon, et ça prendra plus que ce que Donald Trump a fait. Puis dès que Trump dit quelque chose de relativement positif, on s'accroche à ça et on dit finalement, ça ne sera pas si mal. Regardez, il continue à aider l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais c'est nous qui payons pour. Alors, c'est pas si mal. Il n'a pas abandonné totalement l'Ukraine, alors tout va bien. On a toujours cette volonté-là, on dirait, de ne pas penser au pire. Ouais. Je voulais juste répondre par rapport à l'intelligence artificielle. Les enjeux, vous avez bien fait de poser la question parce qu'on a là des enjeux de droit de la personne. La protection des données, la collecte des données. Il y a énormément de données en lien avec la vie privée. La législation est en cours. Là. Le droit est un peu en retard. On est en train de légiférer. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle est tellement développée. À chaque fois qu'on légifère, il faut continuer à intégrer de nouvelles réalités. Et ça, c'est une question à laquelle il faudra, à un moment donné, trouver une solution, c'est-à-dire comment protéger les populations par rapport à ces données-là, que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs, les cartes, tout est numérisé, on est localisé un peu partout à travers tout ce que nous faisons. Et ça, c'est nous autres en tant que personnes, en tant qu'êtres humains. Merci. Frédéric? Oui, rapidement, sur s'allier pour... c'était quoi? S'allier et résister. Mais... je pense que l'enjeu en ce moment, c'est que les partenaires, en fait, les gens qui font affaire avec Donald Trump, les chefs d'État qui font affaire avec lui, se plient un petit peu à ses exigences et à ce qu'il aime en matière de négociation. Et on sait que ce qu'il aime, ce sont des négociations plutôt bilatérales et même sectorielles. On le voit, là, lors de la rencontre du 7 octobre, il dit à Carney, ouais, il pourrait y avoir des ententes sectorielles, puis ouais, il pourrait y avoir une révision de la CEUM. Tout ça est un petit peu mélangé. Mais on sait qu'il n'aime pas négocier avec plusieurs personnes en même temps. Donc, les pays se plient un petit peu à ces exigences-là. Et pour le Canada, je pense que c'est pas une mauvaise approche dans la mesure où, Trump a tendance à dire que les problématiques de la relation avec le Canada sont à peu près identiques aux problématiques qu'il y a dans la relation avec le Mexique. On l'a vu notamment lorsque Trump a dit par décret présidentiel qu'il y a des problèmes de fentanyl et de migrants non documentés à la frontière. Quand on regarde les données, on voit très bien que ça n'a rien à voir. Les deux frontières sont différentes l'une de l'autre, mais il y a un processus de mexicanisation de la frontière canado-américaine qui est en cours. Si les Américains entendent toujours le président dire c'est exactement la même chose qui se passe à la frontière nord. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que je pense qu'il y a des gens qui se rappellent aussi que lors de la renégociation de la CEUM, lors du premier mandat de Trump, la négociation se faisait à 3
Et à un moment donné, Trump s'est viré de bord, il s'est retourné, il a dit au Canada, nous, on constate que les négociations avancent beaucoup plus rapidement avec le Mexique qu'avec vous. Donc, on n'hésitera pas à signer une entente bilatérale avec le Mexique et c'est pas grave si le Canada en fait pas partie. Donc, on se rappelle de ça et je pense que ça nous fait réaliser que même si on s'allie pour négocier avec Trump, en fait, on n'a aucune garantie que à la fin de la négociation, on va toujours être inclus dans ce projet-là d'entente qui serait signé par le président, peut-être avec des acteurs qui font plus son affaire que le Canada s'il y a des désaccords avec nous sur un enjeu ou un autre. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça, mais effectivement, ça donne... Et pour l'administration, c'est pas si évident que ça non plus, parce que Trump a promis des tonnes d'ententes à venir avec des dizaines de pays dans le monde, mais il y a juste 24 heures dans une journée, et pour l'instant, il n'y en a pas eu tant que ça d'ententes bilatérales, et peut-être que c'est une bonne nouvelle pour le Canada, parce qu'on achète du temps, malgré l'incertitude économique que ça engendre, tout ça. Merci beaucoup. Je conclurai peut-être en vous disant, vous voyez un peu, pour celles et ceux qui ne sont pas sur les bancs d'école, ce qu'on enseigne actuellement aux étudiants et aux étudiantes. L'avenir, c'est dans nos salles de classe. Et je ne sais pas, je ne pourrais pas faire parler tous mes collègues, mais je vous dirais que, en tout cas, somme toute, l'ambiance chez les étudiants, les étudiantes, elle est bonne. La jeunesse à l'UQAM voit l'avenir. Je ne sais pas quel avenir ils auront, ils ne le savent pas eux-mêmes non plus, mais je vous dirais qu'il y a de l'optimisme, il y a du militantisme, il y a de la résistance, il n'y a pas trop d'anarchie, pas trop de grève pour le moment, ce qui n'est pas une mauvaise chose à l'UQAM. Mais les étudiants sont là et moi, ça me réjouit. Puis à chaque septembre qu'on rentre, Caroline et moi, puis je suis certain que c'est pareil pour tous les profs dans la salle et ici, on se réjouit de les voir arriver. Toujours le même âge, nous autres, on vieillit toujours d'une année. Cette nouvelle génération-là, qui a passé à travers la pandémie plus jeune, est en excellentes conditions pour la relève. Et ça me rassure. Je vois les professeurs qui hochent la tête. Et c'est sur eux qu'on doit compter beaucoup. Évidemment, on a une grande responsabilité. On doit résister, on doit trouver des solutions. On va vous aider à la documenter, en parler dans les médias, évidemment. Mais il faut compter, il faut faire confiance à cette relève-là. Et moi, c'est là-dessus, en tout cas, que je me base quand je réussis à m'endormir le soir. Frédéric, Julien, des débats. Justin, merci beaucoup. Merci. Je reprends le micro seulement pour vous remercier, en effet, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, où on a mis la table sur la question des résistances, des alliances et aussi des vulnérabilités, qui était aussi un mot-clé qui était ressorti de notre comité scientifique. Merci à nos panélistes. Merci à l'équipe de l'IEM également qui a organisé l'événement. On espère vous voir nombreux dans nos prochains événements cette année, notamment avec la reprise des rendez-vous Gérer la joie qui est prévue pour le mois d'avril. Donc, sur ce, bonne fin de journée et à bientôt. Merci.